Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition du grand format de l'actualité. Au menu de ce journal, le torchon brûle entre les communautés de Bogo et Pété dans la région de l'extrême nord au Cameroun. Les populations continuent de se disputer les terres arabes qui limitent les deux arrondissements. Le préfet du département du Diamaré suspend toute activité agricole dans ces zones en attendant qu'une solution définitive soit trouvée au conflit qui serait à sa 7e année. À suivre aussi dans ce journal l'imbroglio à l'Assemblée nationale du Cameroun. Malgré la nomination d'un nouveau directeur de cabinet de la Chambre haute basse du Parlement camerounais, le promu n'a toujours pas pris ses fonctions. C'est le cafouillage total dans le cabinet de Cavalier Djégué Djibril. On fait le point dans ce 20h. Vous faites bien de vous informer sur Equinox Télévision. Merci de choisir nos antennes. Ouvrons ce journal avec ce décès tragique d'une femme au quartier Bamendi dans l'arrondissement de Bafoussam 1er. Yolande, âgée de 23 ans, ménagère dans un domicile, s'attelait à sécher des habits quand les planches disposées sur le puits où elle était montée se sont brusquement brisées. La chute libre a été fatale pour la jeune femme. Le récit de cette tragédie avec Robert Kenyé, Vivien Tonfac. Tu fais une remontée. D'accord. Les éléments du centre de secours des sapeurs-pompiers de Bafoussam s'activent à sortir une femme qui, par inadvertance, s'est retrouvée au fond de ce puits au quartier Bamendi dans l'arrondissement de Bafoussam 1er. On lâche, d'accord. On va lâcher progressivement. Progressivement. Là-bas. Comment tu te sens? Ok. Ok, on lâche. Pendant ce temps, la population retient son souffle en espérant que Yolande Choumchoua, 23 ans, soit sortie vivante. Leurs espoirs s'effondrent quand au bout de plusieurs heures de manœuvre, c'est le corps inerte de la jeune femme qui ressort du puits. Allons-y. Oh, monsieur, pourquoi il est seul? Attends. Nous avons constaté qu'il s'agissait effectivement d'une excavation d'une profondeur de pratiquement 25 mètres environ. Après plusieurs tentatives en vain, malheureusement, nous n'avons pas pu atteindre la victime parce que, au regard déjà de la profondeur et le niveau d'eau qui était très élevé. Bon, on s'est fait aider par un service compétent qui nous a permis d'effectuer des manœuvres d'épuisement afin d'entrer en possession de la victime. Ménagère employée dans ce domicile, Yolande faisait la lessive quand le pire est survenu. Elle voulait sécher les habits. Bon, compte tenu des planches qui étaient déjà en état de délabrement, on entraînait sa chute vers la fosse. Le décès tragique de cette jeune femme est, d'après les autorités locales, la conséquence de la négligence de la part du propriétaire de cette maison. Il n'y avait pas de mesure de sécurité. Donc c'était un puits entièrement ouvert. Donc moi je voudrais que la population fasse le maximum de faire que de pareils pluies. Il faut qu'on prenne les mesures de sécurité pour pouvoir protéger nos enfants. Le corps de Yolande Choumchoua a été conduit à la morgue de l'hôpital régional de Bafoussam sous les regards d'une foule profondément consternée. Vive tension entre les populations de Bogo et Pété à l'extrême nord au Cameroun. À l'origine, un litige foncier sur les terres arabes qui limite les deux arrondissements. Les risques auxquels se livrent au quotidien les populations ont amené le préfet du Diamaré à suspendre toute activité agricole dans ces zones en attendant qu'une solution définitive soit trouvée. Le conflit serait à sa 7e année. Le récit de Sédik Chouna, Kevin Tiogo, sur les images d'Amadou Daïro. Et de fusils de fabrication artisanale, de machettes et de goudins, les populations des arrondissements de Pété et Bogo se livrent régulièrement à de violents affrontements. La pomme de discorde, les terres arabes à la limite de ces arrondissements du département du Diamaré, à l'extrême nord Cameroun. Et nous sommes tous ici, nous les chefs traditionnels, nous connaissons nos limites. Et nous tous, nous sommes des musulmans ici. Que chaque chef traditionnel jure sur le Coran et montre sa limite. Là, nous allons accepter. Et devant le préfet, moi j'ai plus de 300 cars ici. Et c'est les autres qui viennent travailler dans le Caral. Et je n'ai jamais parlé. La récurrence des affrontements avait par le passé amené l'autorité préfectorale à suspendre toute activité agricole sur ces espaces. Un arrêté bravé par ces populations. Et effectivement, je dis, ils ont eu à empiéter la surface interdite, avec toute sincérité. Patron,
Si c'est pour cette histoire d'arrêter vraiment, voilà des gens qui ont eu à commettre des gaffes, des fautes vis-à-vis de l'administration. Mais pour le problème de la limite, le sous-préfet personnellement ne connaît pas la limite entre PT et l'arrondissement de Bogo. Sur le site Kerele, le préfet du Diamaré, accompagné de son état-major, appelle les protagonistes à enterrer la hache de guerre. Cela ne se peut pas. On ne peut pas tolérer ça. Je suis venu ici, nous voici, heureusement qu'on a trouvé cet arbre. On serait sous le soleil maintenant. Les problèmes de limite des territoires existent toujours entre des villages, entre des arrondissements, entre les départements, entre des régions, entre des pays même. Quand il y a des problèmes quelque part, pour préserver la paix, personne ne vient plus travailler. En attendant qu'on trouve le moyen de faire peut-être la limite. Une rencontre en vue entre les doyens, les lamidos, les maires des deux communes et le préfet pour mettre un terme à ce conflit qui dure depuis 7 ans. Une réunion de sécurité a été organisée par le préfet du département du Coupé Mané Ngouma afin de mettre un terme à ces atrocités causées par les séparatistes dans la localité de Mayemène. Marquée par les effets de la crise socio-politique, la zone est la plus sensible du département, caractérisée par des agressions et kidnappings avec demande de rançon. Plus de précisions dans un reportage de Zaïboué, Théophile Tchouk et Claudia Issia. Une circulation timide. Quelques commerçants qui vaquent à leurs occupations. C'est le visage qu'affiche Mayemène. La localité enregistre le plus grand nombre d'enlèvements et d'assassinats du département du Coupé Maningouba, et ceci depuis le début de la crise sociopolitique dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Selon des riverains, ce sont des forfaits qui sont commis par des personnes qui se cachent dans la forêt. En journée, on ne voit personne, mais ils sortent dans la nuit et c'est effrayant. La situation préoccupe au plus haut point. C'est ce qui motive ici la descente sur le terrain du préfet du département. Recommandation faite aux populations de s'ouvrir aux forces de maintien de l'ordre afin de mettre un terme à ces atrocités qui sévissent. Le problème de sécurité n'est pas un problème individuel. Lorsque vous avez des informations, dites aux forces de maintien de l'ordre. C'est de cette façon qu'on arrêtera les personnes qui sèment le trouble dans notre village. Les populations sont également confrontées à des conflits au sein du conseil traditionnel avec au menu des ventes abusives de leurs terres. Elles disent être également privées d'un chef de 3e degré depuis quelques mois. Depuis que notre chef est décédé, nous n'avons pas encore eu une réunion entre les membres du conseil traditionnel. Il faut à l'évidence ici trouver des solutions aux problèmes posés par les populations. Une situation qui, selon les autorités, trouvera réponse dans les jours à venir. Nous leur avons donné quelques recommandations. Ils n'ont pas encore de chef de 3e degré, mais il y a un conseil qui va s'occuper des problèmes des populations. Comme dans la Magnou où s'est produite l'attaque meurtrière le 6 novembre dernier, le département du Coupé Maningouba est situé dans une zone très sensible sur le plan sécuritaire et craint de nouvelles attaques. Et les accidents de la circulation se multiplient sur la nationale numéro 3. Lundi dernier encore, un camion a fini sa course dans un fossé, entraînant le chauffeur à la mort. L'accident a été causé par un profond trou en pleine chaussée à 2 km du péage de Mbankomo. Cette route sévèrement dégradée est redoutée non seulement par les automobilistes, mais aussi les riverains. État de lieu dans ce reportage de Rodi Ngassi et Ben Christy Moudio. Yaouba est le motorboy de cet homme jeune qui gît sur le bas-côté de la route. Il a survécu à cet accident survenu lundi dernier dans les coups de 3 heures du matin, contrairement au chauffeur du gros porteur. Il est entré dans le tout à côté des motoboys. Le voiture là, il est soulevé à côté des chauffeurs. Le chauffeur là, il est tombé en bas des camions. Moi, je vais sortir à côté des pare-brise ici. À l'origine de cet accident mortel, cette dégradation de la chaussée à 2 km du péage de la localité de Mbankomo, dans le département de la Mefoué à Kono, à 25 km de Yaoundé. Un trou profond sur cette nationale numéro 3, qui est le cauchemar des automobilistes. Moi, je travaille sur la route, mais ça n'a pas empêché que je casse 2 roues. Je connais ce trou, mais ce trou a grandi. En venant, je croise une voiture qui avait son plein phare. Je ne pouvais plus jongler, il fallait rabattre parce que je n'avais plus les dimensions pour mieux l'esquiver.
Les automobilistes ne sont pas les seules personnes impactées par la dégradation de la chaussée. Les riverains sont également à bout de nerfs. Il faudrait toujours qu'il y ait d'abord les morts pour qu'on vienne intervenir. Ça ne nous met pas à l'aise, la population qui est tout autour de nous. Aller enlever les corps, aller faire ceci, alors que ça a vraiment mis du temps où ils pouvaient vite intervenir. Cette section de la route qui relie Yaoundé à Douala n'est pas la seule à être dans ce piteux état. Les beaux jours de la nationale numéro 3 sont derrière elle. C'est une route qui est à Milan, donc ça a fait son époque. Même faire les raccords, là, ça ne sert à rien, puisque la route ne fait que dégrader, le trafic a augmenté. Alors que la dégradation de la chaussée prend de l'ampleur sur cette nationale, le ministère des Travaux publics tente de la maintenir en un seul morceau. Des travaux de reprofilage ont été aperçus sur certaines sections de cet axe routier. Nous vous le disions en titre, imbroglio à l'Assemblée nationale du Cameroun. Malgré la nomination d'un nouveau directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale, le promu n'a toujours pas pris fonction. Le cafouillage reste de mise dans le cabinet de Kava Yéyégué Djibril. Les précisions de Joël Lessengi et Guizogo. Annoncé comme limogé de son poste de directeur de cabinet de Kava Yéyégué Djibril, le président de l'Assemblée nationale, Bouka Abdourahim, n'a toujours pas été remplacé. L'installation de son remplaçant n'étant pas encore à l'ordre du jour. S'il a été question à un moment que le secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, procède à cette installation du nouveau directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale, depuis lors, c'est le statu quo hanté. Nous nous apprêtions à ce que le climat délétère, dû à des guéguerres de groupes et de personnes, puisse trouver des solutions. Nous avons vécu encore une scène qui vient donner un coup de marteau au ternissement de l'image de l'Assemblée. Tout semble indiquer que les batailles font toujours rage autour de Kava Yéyégué Djibril, sans que lui-même puisse clairement indiquer les décisions venant de lui. À ce sujet, l'épisode autour de son directeur de cabinet fait parler des discrédits de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, un parlementaire ou un quelconque Camerounais arrive à l'étranger et présente un document signé par le président, les gens auront de doutes. On va toujours se poser la question, est-ce que c'est le vrai ou c'est le faux? Puisque ce que nous venons de vivre là nous met en plein dans une réalité, c'est que le faux est dans l'Assemblée nationale. Comment accepter cela? Nous le condamnons avec la dernière énergie et disons qu'il faut que ça s'arrête. Plus loin même, d'aucuns en sont à appeler à questionner les capacités de la tête de file de l'Assemblée nationale. Il faut questionner la gouvernance, il faut également aller au-delà, questionner la capacité de ceux qui sont à la tête de certaines institutions dans notre pays à pouvoir assumer avec plénitude et responsabilité leurs fonctions. Il faut donc qu'on interroge et qu'on tire toutes les conclusions qu'on doit tirer là-dessus. En attendant une éclaircie, c'est donc toujours l'imbroglio dans le fonctionnement de l'Assemblée nationale en pleine session budgétaire. Dans le reste de l'actualité, annoncée depuis plusieurs années comme devant booster les économies du continent africain, la zone de libre-échange continental tarde à tarder. La faute à l'absence de financement et le défaut d'expertise pour la mettre en route, l'urgence de se réapproprier la ZLECAf s'impose pour les États africains. Théophile Chouke, Achille Kamga. L'Afrique centrale est la zone du continent qui a le plus besoin de tirer le meilleur profit de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf. Les goulots d'étranglement de la mise en œuvre accélérée ou effective de la zone de libre-échange continentale commencent d'abord par la question de qui finance et comment financer les stratégies et les politiques qui ont été des politiques déjà bien pensées, bien construites. Donc le premier goulot d'étranglement, c'est le financement. Mise en place progressivement par les États africains, la ZLECAf peine à véritablement décoller. Il nous faut des capacités pour concevoir, il nous faut des capacités pour mettre en œuvre, il nous faut aussi des capacités de bon suivi, des stratégies et des politiques de commerciales communes et aussi des capacités des politiques et stratégies, des politiques industrielles. Les acteurs du processus de mise en œuvre de la ZLECAf sont réunis à Douala au Cameroun afin de s'approprier les outils susceptibles d'être mis en branle pour l'atteinte de cet objectif. Nous devons faire en sorte que nos économies, les économies de l'Afrique et surtout les économies de l'Afrique centrale
mettre en priorité le financement des politiques commerciales et des politiques industrielles sur les fonds propres, Selon un rapport du Fonds monétaire international daté de mai 2023, la mise en place de la zone de libre-échange continentale africaine pourrait permettre une hausse de plus de 50% des échanges commerciaux entre les pays du continent. Et les autorités camerounaises sont appelées à la protection des journalistes, défenseurs des droits humains et activistes, tant dans les régions anglophones que dans le reste du pays. La situation a été examinée au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève. Ceci sur cette situation examinée au Conseil des droits de l'homme à Genève. Justement, Maître Alice Com réagit après la fermeture des travaux qui se sont déroulés en Suisse. Reportage Pierre Lavelle-Djoumban. Qu'est-ce que le président de la République, qui est le chef de tout, de l'armée, de la diplomatie, de l'économie, de tout, la justice, qu'est-ce qu'il fait pour ses citoyens, pour ramener la paix? Tout commence par là. Des problèmes comme dialogue, grand dialogue, ou petit dialogue, ou grand immense dialogue, tout ça c'est des mots, c'est du blablabla. Sur les questions de droits de l'homme et leur respect au Cameroun, Maître Alice Com s'interroge. Sur la question essentielle liée à la crise dans les régions anglophones du Cameroun, pour l'avocate et acteur de la société civile, Paul Biya, le président de la République du Cameroun, est le problème, mais aussi la solution. Et évidemment, nous allons faire des rapports, nous allons bavarder, nous allons nous répéter 100 fois. Rien ne va changer. Parce que le président Biya est le problème, malheureusement, il est aussi la solution. Devant les Nations Unies, le Cameroun a présenté son rapport. Là-bas, de nombreuses divergences avec celui présenté par la société civile camerounaise et Amnesty International sur la situation des droits de l'homme au Cameroun. Pour Maître Alice Com, tout s'expliquerait ici. Nous avons avalé tellement de promesses non tenues. Nous avons avalé tellement de mensonges, tellement de mépris de nos dirigeants qui sont là pour nous apporter absolument le contraire de ce que nous vivons aujourd'hui et qui est transformé en paroles laudatrices quand ils vont aux Nations Unies, ils mentent. La situation s'enlise dans le nord-ouest et le sud-ouest, les libertés individuelles plus que restreintes, alors que l'examen périodique universel du Cameroun offre l'occasion d'appeler les autorités camerounaises à protéger les droits de l'homme, pas seulement dans les régions anglophones, mais aussi et surtout appeler à la libération des personnes arbitrairement détenues et à la protection des journalistes, défenseurs des droits humains et activistes. Et l'espace politique comme acteur majeur dans cette hypothèse avec le soutien de son père, Franck Biya, pourrait bien s'avérer gênant autant pour le Rassemblement démocratique du peuple camerounais que pour l'opposition, d'après le docteur Stéphane Zanga. Explication de Joël Essengue et Guizogo. Alors que la sortie de Franck Biya à Nice, à l'occasion du 41e anniversaire de son père Paul Biya, à la magistrature suprême du Cameroun continue de secouer le landerneau politique national, le politologue Stéphane Zanga l'oppositionne en sympathisant du RDPC et non en militant, comme d'aucuns l'affirment. Franck Biya est un sympathisant du RDPC parce que depuis plus de 4 décennies que son père est à la tête de cette formation politique, je ne l'ai pas vu très actif aux côtés des militants de cette formation politique. Il n'occupe pas un poste à l'intérieur de la formation politique. Il n'empêche que l'analyste politique le voit comme un acteur qui pourrait s'avérer de poids au sein du RDPC. Il partirait favori parce que, ayant le soutien du président fondateur du RDPC qui est le président de la République. Et cela pourrait fragiliser d'autres candidatures à l'intérieur de la formation politique. Une option Franck Biya, souligne encore le politologue, qui serait loin de réjouir l'opposition. Cela ne fera également pas beaucoup plaisir à l'opposition parce qu'un sang neuf viendra redynamiser le parti, surtout si ce dernier a l'assentiment et le soutien du président Paul Biya, président fondateur de cette formation politique. Au final, l'analyste situe le sort de Franck Biya à la décision des Camerounais
Si Franck Biya incarne ces idéaux, pourquoi pas? Il rencontrera certainement l'assentiment du peuple camerounais. Si une autre fraction de la population estime qu'un Biya vote un autre et qu'à travers Franck Biya, nous resterons noyés dans la continuité et qu'il n'y aura pas une véritable rupture, cela pourrait être sceptique quant à l'idée de ce qu'un jour Franck Emmanuel Biya brigue la magistrature suprême. Ce qui, au sens de cet analyste, fait désormais de Franck Biya un acteur potentiel de la scène politique camerounaise. Remportée par l'Égypte, la CAN 2010 disputée en Angola a été émaillée de graves incidents. Le bus de la délégation togolaise qui se rendait en Angola par route est attaqué par des hommes armés dans l'enclave de Cabinda. Le bilan fait état de 2 morts et de nombreux blessés. Tiré dans le groupe B de la CAN 2010, le Togo se retire finalement de la compétition. Chemin de CAN numéro 44 conçu par Emmanuel Job avec Cyril. Ce programme vous est offert par Razel. Live the moment. Vendredi 8 janvier 2010, 18h, conduite par Didier Drogba, l'équipe de Côte d'Ivoire arrive à l'aéroport de Cabinda, au nord de l'Angola. Accueillis par de nombreux fans, les Ivoiriens sont sereins. Ils ignorent que 3 heures plus tôt, précisément à 15 heures, une attaque s'est produite à quelques kilomètres de l'aéroport, à la frontière entre l'Angola et le Congo. Logé dans le même groupe que la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Burkina Faso, le Togo avait choisi de se rendre en Angola par route, notamment par la frontière avec le Congo où se trouve l'enclave de Cabinda, une zone où règne l'insécurité. Sur le chemin, le bus transportant les joueurs togolais est attaqué. Il essuie des tirs de pistolets mitrailleurs d'une milice locale. On a entendu des fusillades, on ne sait pas pourquoi. Au début, on croyait que c'était un jeu d'enfant. Ça arrivait sur nos bus. Il y avait d'autres bus qui étaient devant. Tout était rafalé. Et puis bon, après, il y avait la peur. On s'est tous allongés dans le bus. Ce n'était même pas la panique parce qu'on se voyait mort. Tout le monde se dit, ouais, c'est fini. L'attaque va durer une trentaine de minutes. Le bilan est lourd. 2 morts, dont Amélété Abalo, l'entraîneur adjoint de l'équipe du Togo, et Stan Oklo, chargé de la communication de l'équipe. 2 joueurs sont grièvement blessés. Serge Akakpo, touché au dos, et Kojovi Doji, le gardien de but, blessé au rein. Quand j'ai attendu le deuxième gardien qui pleurait en disant que j'ai envie de voir mes enfants, en sachant très bien qu'il a eu une balle dans le côte, franchement, c'était je ne sais pas comment vous le dire, l'émotion était au-dessus de tout le monde. Il s'est levé, il ne savait même pas ce qu'il faisait, il avait une balle dans le ventre, il s'est levé, il disait « ouais, j'avais envie de voir mes enfants ». Le Togo est sous le choc. C'est l'émoi et la consternation. Le mouvement séparatiste dénommé Front de libération de l'enclave de Cabinda revendique l'attaque. Le territoire est en guerre. De toute manière, nous avons écrit à M. Assayatou, le président de la CAF, en avertissant qu'il y avait un risque éventuel d'organiser la CAN au Cabinda, que le territoire était en guerre. Mais ils n'ont pas voulu nous prendre au sérieux et dans le fond, il n'y a pas la paix au Cabinda, il y a la guerre. Après un stage au Congo voisin, le Togo décide de rejoindre l'Angola par route. La CAF dit avoir pourtant demandé aux équipes de rallier la province de Cabinda uniquement par vol. Au lendemain de l'attaque qui a ensanglanté la CAN 2010, les Ivoiriens vont témoigner leur solidarité aux Togolais. Le président de la Fédération ivoirienne de football nous a demandé de venir vous saluer, demander les nouvelles, vous apporter notre soutien et notre compassion. Mais ces mots de réconfort sont loin de convaincre la délégation du Togo qui décide de se retirer de la CAN. D'autres pays, à l'instar du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Mozambique et du Ghana, menacent eux aussi de se retirer, mais ils reviendront sur leur décision. Le 30 janvier 2010, estimant qu'il y a eu une interférence gouvernementale dans la décision du Togo de se retirer de la CAN, la CAF suspend le pays pour les 2 prochaines éditions de la CAN, comme le stipule le règlement. Mais le 10 mai 2010, à la demande du président de la FIFA, le comité exécutif de la CAF lève la sanction infligée au Togo. Le pays est à nouveau autorisé à participer aux compétitions de la CAF. Ce programme vous a été présenté par Razel. Live the moment.
Le Fonds camerounais d'épargne pour le progrès inaugure une nouvelle agence située à Bonaberi dans l'arrondissement de Douala 4e. L'inauguration s'est faite en grand pompe, occasion pour la nouvelle équipe de se présenter à ses futurs clients. Reportage. Dans une ambiance de fête, l'établissement de microfinance FOSEP, Fonds camerounais d'épargne pour le progrès, inaugure sa 7e agence dans la ville de Douala. Elle ouvre ses portes ici, à Bonaberi, face Kogeni. Un exploit qui en dit long sur la vision de ses fondateurs. Effectivement, nous sommes partis avec des fonds propres de 150 millions en 2007. Et aujourd'hui, nous avons des fonds propres pour 3 milliards. Nous sommes partis de 0 clients à aujourd'hui plus de 50 000 clients. De 0 francs, nous sommes aujourd'hui à 16 milliards de dépôts clients dans notre réseau. C'est une vision d'accompagnement d'un plus grand nombre de clients, accompagnement de manière sereine et de manière sérieuse pour leur permettre de développer leur business, sachant que nous avons une vocation d'inclusion financière, c'est-à-dire de tendre la main au plus grand nombre, aux plus démunis, dans l'objectif de les faire grandir. Une nouvelle agence au cœur de Bonaberi pour répondre aux soucis du conseil d'administration, d'œuvrer à l'inclusion financière au Cameroun, mais également pour assurer une plus grande proximité avec les clients. Bonaberi, c'est une commune assez importante de la ville de Douala et il fallait que FOSEP soit implanté au niveau du territoire national, que nous puissions nous positionner au niveau de cette commune. FOSEP s'est donné le moyen d'être beaucoup plus proche de sa clientèle, d'où la création de cette agence. Pour toute opération dont a besoin tous les cibles en tant qu'opérateurs économiques, fermiers, petits commerçants, grands commerçants, ils peuvent déjà s'adresser à l'agence de Bonaberi pour tout ce qui est opération de crédit, d'épargne, de transfert et d'assurance. C'est en 2007 que FOSEP est créé. Si en 16 ans d'existence, l'établissement de microfinance agréé 2e catégorie continue de se déployer à travers le pays, c'est aussi grâce aux résultats du travail rigoureux et continu de ses employés. J'ai commencé l'aventure en 2007, donc ça fait 16 ans d'expérience au FOSEP. J'ai beaucoup d'expérience en matière de microfinance. Nous allons axer notre travail beaucoup plus sur la collecte journalière parce que c'est celle-là qui est proche du petit client, qui peut épargner pour pouvoir développer son activité ensemble avec les dirigeants du FOSEP qui ne demandent qu'à voir émerger davantage le FOSEP. Nous allons continuer à bâtir l'avenir. FOSEP, c'est 50 000 clients servis, 4 000 activités financées, 18 milliards d'encours de dépôt, 12 milliards d'encours de crédit et plus de 200 employés. J'entre à FOSEP en 2008 en qualité de client bien entendu. J'y arrive avec une moto. Au jour d'aujourd'hui, j'ai 3 véhicules dans mon paquet. Le plafond de mon crédit n'excédait pas 2 millions. Au jour d'aujourd'hui, ça avoisine les 100 millions de francs de crédit. J'ai évolué avec FOSEP. À Douala, la microfinance au FOSEP est également située en Bopi, Dokoti, Akwa, Anatole, Bonamoussadi et Ndokbassi. La marque Lacoste célèbre ses 90 années de succès dans le monde. Au Cameroun, Lacoste présente sa gamme de produits dans sa boutique officielle à Yaoundé. Reportage. Un gâteau, du champagne et un peu de lumière pour célébrer les 90 ans de succès de la marque Lacoste. On ne reste pas au top niveau mondial pendant 90 ans par hasard. Donc premier point, ça veut dire que déjà, en termes de qualité, Lacoste est reconnue partout dans le monde aujourd'hui. C'est une marque qui s'adresse à tous les types de clientèle. Parce que Lacoste est présent dans beaucoup de pays, donc quelle que soit la culture du pays, c'est une marque qui est reconnue, qui est appréciée des clients, et c'est une marque qui est portée par des gens de tous âges. Hommes, femmes, jeunes, vieux, grands ou tout petits, personne ne se passe de Lacoste. La marque inonde le monde entier depuis 9 décennies. Au Cameroun particulièrement, Lacoste est présente au centre commercial Place à Yaoundé. Dans votre boutique Lacoste chez Place à Yaoundé, vous trouverez une pluralité d'articles, que ce soit hommes, femmes et enfants, chacun trouve son compte. Vous avez du textile, vous avez de la maroquinerie, vous avez des chaussures, vous avez des accessoires. Alors peu importe votre âge, peu importe votre style vestimentaire, vous êtes les bienvenus chez Lacoste, vous trouverez votre compte. Reconnaissable à son emblème, le crocodile, Lacoste inspire le beau. Lacoste inspire la qualité,
à trouver uniquement dans la boutique officielle de la marque à Yaoundé. Gare à la contrefaçon. La boutique Lacoste à Place Yaoundé, c'est la boutique officielle de la marque Lacoste. C'est une marque intemporelle, une marque moderne qui allie à la fois classique, vintage pour tous les Camerounais. Donc venez à la boutique Lacoste, nous vous attendons. Dans la boutique, les clients se disputent la marque Lacoste comme de petits bouts de pain. À Yaoundé au Cameroun, comme en France ou partout ailleurs, aucune différence. Les prix sont les mêmes. Les produits importés, ils sont toujours plus chers que du pays d'où ils proviennent parce qu'il y a beaucoup de droits de douane à payer, il y a du transport. Avec Lacoste, on a eu un accord, on a les mêmes prix qu'en France. Voilà, donc un client Lacoste qui achète un polo à Paris, à Marseille ou à Yaoundé, c'est le même prix. 90 ans de succès, ça mérite bien quelques pas de danse. C'est de ça qu'il s'agit. Sentez le Gaza. Déjà aux côtés de grands événements sportifs dans le monde, à l'instar des tournois de tennis, Lacoste ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Au Cameroun notamment, la marque annonce son arrivée au prochain tournoi de golf à Yaoundé. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, Equinox Soir, deuxième partie avec Serge Jalon autour et ses invités depuis nos studios de Yaoundé. Surtout, ne ratez pas ce rendez-vous exceptionnel ce soir dès 21h, une nouvelle émission d'enquête, affaires non classées, à suivre dans ce premier numéro des révélations chocs et exclusives sur l'affaire des non-nuplés du mois d'août dernier. Nos équipes ont enquêté au Cameroun et au Nigeria où Antonien Obianoudjou, filmé avec 9 enfants au sud-ouest du Cameroun, dit avoir accouché. Bonne nuit, Tokombéré. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie, c'est le temps du débrief, toujours en compagnie de nos invités Michael Lekelefak, Maurice Kemou et Saïdou Maïdadi. Saïdou Maïdadi, dites-moi, tant que Manuel Biya, finalement, mis un terme à tous. Il a dit la vérité, hein. Il dit qu'il va accompagner son père, donc plus de candidature possible. Le débat il est clos, 2025. J'en sais rien. Pour l'instant, ce qui est sûr, c'est qu'il a rejoint le RDPC. Avant, on disait qu'il n'était pas en politique. Maintenant, il a clarifié le jeu. Oui. Bon, qu'est-ce qui va se passer pour la suite? Dieu seul le sait. Sauf que moi, en tant qu'analyste politique aussi, je suis intrigué par un certain nombre d'éléments. Le 6 novembre 1982, Paul Biya a fait sa première prestation de serment comme président de la République. Il n'a plus fait une autre prestation un 6 novembre, sauf à la dernière élection. 6 novembre. Moi, ça me... 6 novembre 2018. 6 novembre 2018. Et il n'a plus fait d'apparition un 6 novembre après 2018. Par contre, Franck Biya a fait des apparitions le 6 novembre à Fumban, un an après, le 6 novembre à Garoua et à Rebouba, et pour prendre sa carte du RDPC un 6 novembre également. En France, oui, en France. Alors moi, ça me fait beaucoup réfléchir. Ok. Michael, Franck Biya, aujourd'hui, il déclare qu'il va accompagner son père. Que devient le mouvement des franquistes? Le RDPC, il dit clairement qu'il est avec le RDPC. Que devient le mouvement des franquistes? Qui voulait le porter à la présidence, accompagner à la présidence. I think the movement franquiste was not his initiative. It was something which was being prepared by some people who wanted to use his image. So I think his years of 6 November, working with this, coming officially to the CPDM, is to close this door, officially put an end to this door. And now
by saying he is there to accompany his father, I think it is but normal that he has to accompany his father, because the failures that we have been discussing here, the problems that we have been talking here, Cameroon has been turned, a peaceful country has been turned to a war-torn country today because of one person who is at the helm of the republic, Mr. Paul Biya. So I think today, with the failures that Mr. Biya has, the bad governance that Mr. Biya has infused into the Cameroonian society is so much so that his son should be conscious of all this. And I think the only way he can do is to see how to accompany his father, to say that if his father is to take exit from the political arena, at least there should be some sort of appeasement. And but the first act of appeasement, which is very important on his part, is that door of saying that, of coming to the CPDM and closing the door, which was, we know how the Mouvement Franquiste was taking, gradually gaining grounds in the country. I think that door in a state where people are in the state of hopelessness that we are living, state of insecurity and all the like, people come again and they are trying to bring things which can again disunite Cameroonians. It is time to reconcile Cameroonians. So I think Frank Biya is very conscious of all this, and the fact that people are in pessimism that what has taken place elsewhere may certainly take place in Cameroon. It is true, but objectively, I want to think that, like Mr. Maidade was talking about 6 November or the 6th November. I don't want to go to the 6th November. Let's take last October, Mr. Otu. I think if my memory was right, is it October, the Bankolo incident? Yeah. We saw him on Bankolo incident. Yes. On the same 6th of November, what took place at Ebagbo in Manfé? Is that not part of Cameroon, or was that not part of Cameroon? Why have we not seen him there to say that he was coming? So if people are thinking that he's coming for the... Non, il n'a pas le don d'ubiquité. Le 6, il était en France. Dites plutôt que, bon, vous aurez souhaité, après le 6, le retour de France, qu'il fasse un tour là-bas. Parce que le 6, il était en France. Oui, le 6, il était en France. Oui. Et nous sommes aujourd'hui, je crois, le 15. Oui, voilà. Donc, posez donc le problème dans ce sens-là. Entre le 6 et le 15, on a déjà peut-être une semaine. Est-ce que ça veut dire que s'il veut assumer le relais de son papa, ça veut dire qu'il veut devenir un président comme son père qui vivait, je peux dire, gouvernait le Cameroun, pas à l'étranger, parce qu'il passait, le président avant la crise anglophone, passait assez de temps à l'extérieur qu'au Cameroun. Je crois que c'est la crise anglophone qui fait que le président devienne un peu stable au Cameroun. Donc si son fils, je crois que si le geste Bankolo, jusqu'à ce jour, on n'a pas encore vu cela à Ebagbo ou Ebeko, merci. Je crois que cela nous dit clairement que il est là dans un sens d'accompagner son père dans la réconciliation. Il n'est pas là dans la quête de pouvoir comme les gens peuvent voir dans le pessimisme. Il faut que le Camerounais sorte. Ce n'est pas à chaque fois qu'on voit ce qui se passe à l'extérieur pour dire que ça doit se passer au Cameroun. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Et le Cameroun, c'est une terre diversifiée, une terre bénite. Donc, ce qui fait que il faut que le Camerounais, nous cherchons à bâtir l'esprit, je peux dire, optimiste. Vous voyez, on ne voit pas les choses seulement pour dire copier là-bas et venir. Je ne crois pas qu'avec cet esprit, on va aller nulle part. Et je crois que Frank Biya, il est dans le posture d'un Camerounais qui veut partager dans l'échec de son papa et qui veut voir comment on peut trouver des solutions agréables qui vont permettre tous les Camerounais de jouer leur appartenance à la communauté, à la grande communauté nationale. Ce n'est pas uniquement par devenir président de la République, mais non. Ok. Voilà. Maurice, cette situation, Franck Emmanuel Biya qui sort, il fait
Beaucoup disaient qu'ils n'avaient pas entendu Franck jusque-là. On a suivi à quoi ressemble son timbre vocal. Voilà. Franck qui s'exprime. Bon, on constate quand même qu'il va accompagner son père pour 2025. Il ne se positionne pas en tant que candidat. Est-ce que du côté du MRC, ça vous... Parce qu'à un moment, on a suivi, gré à gré et tout ça. Ça s'est un peu calmé. Franck n'est pas sur le starting block de 2025. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe depuis le 6 novembre par rapport à Franck-Emmanuel Biya? Écoutez, Serge Alain Outou, il y a beaucoup de choses qui se passent dans les coulisses. Ah bon? Vous savez, mais bien sûr, il faut être naïf pour ne pas s'en rendre compte. Mais vous savez, tous ces derniers temps, Franck-Emmanuel Biya a effectivement fait un peu le tour du Cameroun. Il est allé saluer le Lamido de Rebouba, il est allé du côté de Bamoun saluer le Sultan Roi. Oui. Il a fait des sorties, vous savez, quand Mbappé était ici, on est allé le rendre visite avec Nganou, etc. Oui. C'est-à-dire qu'il travaille son capital sympathique auprès des Camerounais. C'est mauvais en soi? Non, c'est pas mauvais en soi. On l'a vu à Bankolo après le boulement, etc. Parce que Franck, on sait tous qu'il est né, entre guillemets, avec une cuillère nord dans la bouche. Et on a l'impression, les Camerounais se demandent, est-ce qu'il peut, est-ce qu'il comprend les problèmes du Camerounais profond? Vous comprenez un peu? Donc, je crois que quand il va à Bankolo, quand il est sur la boue, il laisse un peu les tapis rouges à côté. C'est parce qu'il veut se rapprocher. Voilà, c'est qu'il veut se rapprocher. Chemise. Absolument, il veut se rapprocher de ce peuple-là. Vous savez, j'ai un peu des amis communicateurs. Ces choses-là, ça se lie. Vous comprenez un peu? Et donc, il travaille son capital sympathique auprès des Camerounais. Mais au-delà, pour les MRC, ce n'est pas un problème qu'ils soient candidats ou pas. Notre problème, c'est les institutions. C'est de respecter les lois, c'est de faire que celui qui soit candidat là, qui soit au même niveau que les autres et que ce soit le résultat des urnes qui soit lu par le Conseil constitutionnel. Quand vous dites qu'ils soient au même niveau, c'est-à-dire quoi? Non, mais vous comprenez, c'est-à-dire que, non, je dis qu'il ne faudrait pas que les institutions privilégient en réalité un candidat. Vous comprenez? Les institutions doivent rester neutres dans une élection comme une élection présidentielle. Mais ce que je voulais dire au-delà, c'est que je rappelle quand même d'une interview de son père, le président Paul Biya, qui, répondant à la question d'un journaliste français, disait à l'époque, disait quand même à l'époque que on n'est pas dans une oligarchie ou une monarchie. Et que le moment venu, les Camerounais sont assez mûrs, ils vont choisir celui qui va rester à la tête de l'État. Donc, ceci dit, c'est dire qu'on prend quand même le président Biya au mot, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il laisse faire. Vous savez, il y a le mouvement franquiste qui est là. C'est vrai que ce n'est pas un parti politique. C'est pas, enfin... Mais qu'est-ce qui est contraire à ce que le président Biya a dit, ce que vous venez de dire? Non, est-ce que le président Biya a dit, voici mon successeur? Il l'a pas dit. Franck-Emmanuel Biya a dit, je suis candidat. Il ne l'a jamais dit. Il ne l'a pas dit, effectivement. Oui. Il l'a dit, et ça me plaît, et vous faites bien de le dire, c'est que c'est à travers cette vidéo qui était virale sur les réseaux sociaux qu'on a quand même entendu son timbre vocal. Moi, je ne l'avais jamais suivi parler. Beaucoup pensent comme vous. Mais effectivement, il se positionne d'une manière ou d'une autre. Il ne faut pas être naïf. Parce qu'aujourd'hui, il accompagne... Non, du tout. Voilà. J'ai dit encore qu'il a dit qu'il accompagnait son père. Oui. Ça veut dire que pour mes amis là qui soutiennent le franquisme et tout ça là, il est déjà en train de vous dire que prenez vos cartes soit du RDPC parce que retrouvez-moi RDPC. Voilà, retrouvez-moi RDPC parce que j'ai plein d'amis là qui font beaucoup de bruit. Il y en a certains qui sont même venus dans mon bureau pour me proposer de... Vous vous enrôlez dans le franquisme? Dans le mouvement, oui, je fais un coucou à Jean-Marie Anaba. Donc je voulais dire que cette histoire, je pense qu'il est en train de se positionner, il travaille son capital sympathique, mais globalement, au moment venu, il faut que le choix du peuple camerounais soit respecté. Si le RDPC veut qu'ils investissent Franck Biya comme leur candidat, c'est leur problème, vraiment. Mais vous avez un problème au niveau des résultats. Mais on a un problème au niveau des résultats. Que ce soit... On ne veut plus les résultats de 101%.
parce que mathématiquement, ça ne s'explique pas. Okay. On veut des résultats sortant des urnes et qui respectent la volonté du peuple, c'est tout. Okay. Madadi, Saïdou, cette situation, vous vous dites que entre 2023 et 2025, beaucoup d'eau peuvent encore couler sur le pont. Hein? Bien sûr, de toutes les façons, ce n'est pas. Donc, à travers la première étape, c'est qu'il fallait montrer que on a montré que Franck Emmanuel Biya est du RDPC. Il fallait d'abord évacuer ça pour les sceptiques. C'est ce que la vidéo nous apprend, que Franck est bel et bien du RDPC. Tout à fait. Oui. L'autre étape peut être quoi? Que Mou vient de rappeler ce que le président Biya a dit. Oui. En fait, il a essayé de faire comprendre que c'est par élection. Oui, qu'on accède. Oui, il ne va pas désigner quelqu'un pour. Justement. C'est par élection. Par élection, ça veut donc dire que s'il veut remplacer Paul Biya, il faut qu'il soit soutenu par un grand parti. Justement. Et ce grand parti-là ne peut être que le RDPC. Et pour être candidat du RDPC, il faut d'abord être militant du RDPC. Bon, moi, voilà la relation de cause à effet que je peux. Donc la première condition est déjà satisfaite. La première condition est satisfaite. Oui. Si maintenant le RDPC le présente comme candidat et qu'il gagne, mais il ne va pas mettre le président Biya en porte-à-faux par rapport à ce qu'il a dit, que c'est par élection qu'il est arrivé. Et non le gré à gré, comme disait. C'est ça? Michael? I think it is the right of every Cameroonian to vie for any position. Yes, sir. But I think that we should be very optimistic with respect to Franck Biya. I don't see it as a Cameroonian who might have fallen in the trap of his father to say he was a Cameroonian but absent from Cameroon. I don't see it bad that he may pay visits, courtesy visit to places, and it is but just normal. He may have that privilege to do that. But I think that we today, as we know, we stand on the crossroad of, we stand in a situation where peace has been totally jeopardized in our country. And I think President Biya is very conscious of the fact that one of the things which Cameroonians might not forgive would be to push Cameroonians, to tease Cameroonians to say that succession, he has institutionalized succession as others have done elsewhere. I think that would be, he may be to ruin the legacy which people may even want to have for him. And I think he is very conscious of that. So I don't. Et s'il y arrive par élection? Pardon? Élection. L'élection, comme le militant de MRS a bel et bien dit, les élections au Cameroun, est-ce que le président Biya a accédé au pouvoir au Cameroun par les élections? Non. Il n'a pas accédé. Non, c'est la loi qui le disait. C'est la loi qui lui a été le successeur constitutionnel. Premier ministre. C'est ça que lui, il veut pas. Voilà, lui, il veut pas reproduire. Et maintenant, il veut pas ces choses de dauphin. Si on pense que par l'élection, Franck, l'élection, est-ce qu'on a eu une vraie élection au Cameroun? Toutes les élections, chaque fois, on plaît qu'on a trigué les élections. Et vous croyez que si France se représente... Donc vous pensez déjà que ce sera une fausse élection? Mais tout est déjà préparé pour qu'il soit là. Ça veut dire donc que c'est une préparation en avance, une préparation anticipée. Et je ne crois pas que les Camerounais vont accepter cela avec la fierté, avec la joie. Il y a les données qui me font croire que ce qui s'est passé ailleurs ne peut pas se passer au Cameroun. Dans les autres sociétés, le Gabon, le Tchad, on peut bel et bien mentionner comment le Camerounais aime la comparaison. Mais il y a une vérité qu'on peut pas nier, que dans ces autres sociétés, prenons le cas comme le Gabon,
qu'avant que le fils succède à son père, il y avait quand même un degré de calme dans la société. La société n'était pas déchirée comme la nôtre aujourd'hui. Donc venir mettre encore le Camerounais, c'est comme une provocation. Les Camerounais sont déjà, la colère qui est dans la société camerounaise aujourd'hui a atteint un niveau qu'il faut seulement chercher des mécanismes pour apaiser. Et je ne crois pas que la candidature de Franck-Manuel Biya sera un apaisement de tout ça. Non, vous ne pouvez pas dire ça comme ça. Je ne dis pas. Je suis en train de dire. C'est un Camerounais comme le reste. Je ne dis pas que c'est un Camerounais. Alors mais pourquoi vous pensez déjà que... C'est un Camerounais, mais le Cameroun n'a pas connu la succession à la tête de l'État. Non, on n'est pas au niveau de... On parle d'élection. Maurice a dit il y a une élection qui est organisée. L'élection de qui il ne faut pas qu'on... Le Camerounais, nous sommes... Je crois que le Camerounais ne sont pas assez bêtes aujourd'hui pour dire donc quoi. On va dire qu'on ne passe pas les élections. Quelles élections organisées par qui? Et donc, vous ne pouvez pas dire aux Camerounais que c'est parce que ce n'est pas la voie des élections qu'on a... Est-ce que le Cameroun a connu un système crédible des élections? Si c'était le cas, oui, on va dire donc que le jeu est déjà crédible. Donc, pour que tout le monde puisse passer par cette voie. Mais si vous avez cloué le porte pour sauvegarder le pouvoir jusqu'à ce stade, je ne vois pas l'investiture d'un fils comme candidat, comme un moyen d'apaiser le Cameroun. Non, je ne trouve pas ça agréable et je crois que le président Biya... Non, on n'est pas encore à ce stade. Comme il a dit. Oui, voilà, Franck Biya a décidé d'accompagner son père. Il n'a pas dit qu'il est candidat. Dans l'apaisement de il n'a pas dit qu'il est candidat. Voilà. Oui. Maurice, sur cette... Je voulais juste ajouter que c'est normal qu'il accompagne son père au village. Vous savez que son père lui-même a dit à un moment donné qu'en 2025, il verra s'il rentre au village ou s'il va continuer. C'est pas encore prononcé. Mais il y a les appels qui appellent le président. Non, vous savez, en 2025. C'est ridicule. Tous ces appels, les motions de soutien, là, c'est très ridicule. Parce que ça vient des gens qui veulent simplement privilégier leur position de pouvoir. Vous comprenez un peu? Parce qu'un Camerounais sérieux, je le dis souvent, ne peut même pas militer au sein du RDPC. C'est-à-dire un Camerounais sérieux, ça me désole que Madame Dikoum, la représentante du RDPC, ne soit pas sérieux, mais j'allais lui dire devant quelqu'un de sérieux, je ne peux pas soutenir ce régime. Mais ce que je voulais dire, c'est que je crois que le président Biya, au-delà de tout, a fait avec les éléments de son temps. Je dis très souvent qu'il a même tellement donné au peuple camerounais qu'il n'a plus grand-chose à donner. Et il mérite, de se reposer. Vous comprenez un peu? Ceux qui l'appellent là, on ne l'aime pas. Moi, je pense que j'aime le président Biya, plus que certains militants du RDPC. Parce que moi, je dis, papa, tu as tellement travaillé, 41 ans à la magistrature suprême, près de 60 ans dans la haute administration, vraiment, c'est beaucoup. Tu as tellement donné, mais aujourd'hui, avec les effets de la conjoncture, tu n'as plus grand chose à donner au peuple camerounais. Moi, Maurice Kemou, je suis prêt à ce que tu prennes ta retraite, que tu ailles à Mvomeka, que tu crées la fondation Paul Biya, et moi, je peux y travailler à titre bénévole. Tu ne me payes pas, papa. Vous comprenez un peu? Donc, je le dis au président Biya. Et aujourd'hui, j'ai dit également à son fils que non, il faut, c'est-à-dire ces velléités-là, on ne va pas rentrer dans sa tête pour savoir ce qu'il veut. Mais aujourd'hui, il faut quand même le dire qu'il est en train de faire ses cartes. Il est en train de poser ses cartes. Et on le voit, nous, les politiques, on essaye de voir cela de loin. Okay. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des dissensions internes. Que ce soit au sein du RDPC qui pourrait l'investir. Parce qu'il faut savoir, est-ce que les caciques là, du RDPC là sont prêts à accepter que le fils Biya soit leur candidat à l'élection présidentielle? Ça aussi, c'est autre chose. Merci, cher monsieur d'être venu. Voilà. Merci, thank you, Barista, for coming. Merci Maurice Kemou, merci à vous, Saïdou Maïdadi. Merci, Sao. Voilà. Madame, Monsieur, nous sommes arrivés au terme de ce numéro qui n'en soit, mais ne manquez pas le premier numéro 1 de cette nouvelle émission qui va enrichir une fois de plus
la grille de votre télévision préférée. Voilà, depuis des années, Equinox Télévision, la télévision préférée des Camerounais. Cette nouvelle émission, c'est Affaires non classées, présentée par Donald Brice Kamkan. Enquête entre le Nigeria et le Cameroun. Vous avez sûrement entendu parler de ces non-nuplés là, tout de suite, sur Equinox Télévision, entre le Nigeria et le Cameroun. Révélation sur un accouchement improbable de 9 enfants. Ne manquez pas de rendez-vous. Ce numéro premier de Enquête non classée, présenté par Donald Brice Kamkan. C'est tout de suite après Equinox Soir. Madame, monsieur, bonsoir. Yaoundé.